bonsoir, c'est bientôt la nuit. Comment ça va? Merci de votre patience. On a quelques minutes de retard. Mais bon, c'est Paris, on connaît Paris. Ce soir, on est là pour le lancement de tous les travaux qui vont nous mener à l'Afrique, à Versailles. On a la chance d'avoir certains représentants de mairie, des personnes qui sont dans la culture, qui sont dans plus particulièrement les industries culturelles et créatives, et surtout des personnes qui ont envie d'engagement et envie de construire et de faire partie du développement de l'Afrique, et évidemment avec l'énergie de la diaspora. Tout ça ne peut se faire sans vous, et aujourd'hui avec le partenariat de la Maison de l'Afrique, et nous avons Abiba que nous pouvons accueillir, qui est la chef de projet du coup de Versailles, de l'Afrique à Versailles. Pardon. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bienvenue à la Maison de l'Afrique. Je suis Abiba Traoré, je suis entrepreneur, je fais du conseil en marketing et communication et j'interviens au niveau de la Maison de l'Afrique en tant que chef de projet. La Maison de l'Afrique, pour vous la présenter en quelques mots, c'est une entreprise qui a été créée en 1974 par 3 chefs d'État, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Georges Pompidou de la France. Et depuis 50 ans, elle œuvre à la promotion des économies, de la culture et de l'art des pays africains. La Maison de l'Afrique, c'est aussi une agence d'intelligence économique qui donne des conseils aux pays membres sur des questions de développement économique et humain de l'Afrique. La Maison de l'Afrique, c'est un vaste marché, 10 pays africains, mais aussi leur chambre de commerce ainsi que la chambre de commerce de Paris-Île-de-France. C'est 10 000 abonnés et 4 000 partenaires clés dans différents secteurs économiques. À la Maison de l'Afrique, nous sommes convaincus que c'est la synergie de nos actions personnelles qui nous permettront d'atteindre un développement économique et humain de l'Afrique. Et donc, depuis 50 ans, nous essayons de accompagner tous les projets qui nous permettraient d'atteindre ce développement-là. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté d'être partenaires de l'Afrique à Montreuil, parce que nous sommes sûrs que leurs initiatives, combinées avec le réseau et les moyens de la Maison de l'Afrique, pourront nous aider à atteindre ce développement-là. Et donc, nous sommes convaincus également que le développement de l'Afrique peut aussi passer par le sport. Donc, nous sommes main dans la main avec l'Afrique à Montreuil et nous mettrons à la disposition de l'Afrique à Montreuil tous nos moyens possibles et notre réseau. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Je souhaite une longue vie à l'Afrique à Versailles et merci d'être là, merci d'être à la Maison de l'Afrique. Bonne rencontre. Merci beaucoup. On va saluer aussi la présence de l'ambassadrice de l'Afrique à Versailles, qui est Madame Aminata Sonko, avocate du barreau de Lyon, présidente du Gold International de solidarité pour l'Afrique et du FISA. Voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir ici. Peut-être se venir. Oui, il faut venir. Voilà, on n'est pas timide. Oui, bonsoir à tous. Dites-nous, on va s'asseoir, oui. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ambassadrice de l'Afrique à Versailles et pourquoi même avoir accepté ce rôle? Alors, ça représente beaucoup. Pour moi qui suis née en France, j'ai quand même cette double culture, comme beaucoup d'entre vous. Vous savez, quand vous êtes né en France, vous êtes loin du continent, mais en même temps, vous êtes proche. Vous êtes proche par vos parents. Et vous connaissez au départ cette Afrique que par les livres, la télé ou les reportages. Parce que quand vous y allez, enfin moi, la première fois que j'y suis allée, j'avais 13 ans. Et je découvre une Afrique qui est différente de tout ce qu'on m'a dit. Dans les livres, dans la télé, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'à la télé, à l'époque, dans les années 80, on voyait des Noirs en tutu, en tutu de paille,
dans des huttes, voilà. Et puis moi, j'arrive. Alors c'est vrai que je suis issue d'une famille aristocrate, hein, mais j'arrive et c'est totalement différent. Donc c'est-à-dire que je vois des immeubles, je vois, enfin déjà on arrive dans un aéroport, on voit pas trop la différence. Je vois des gens qui parlent français, et donc c'était totalement différent. Et je me dis mais pourquoi cette image négative de l'Afrique? Et donc à partir de ce moment-là, je sais pas s'il y a eu une révolte, mais un peu ouais, une sorte de petite révolte. Et j'ai commencé à m'engager à l'âge de 20 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 45. Mais donc, ça fait 25 ans que je milite, peut-être un petit peu avant, mais on est jeune, hein, donc on est un peu gauche, on est un peu maladroite. Mais à l'âge de 20 ans, je commence à m'engager et je rencontre des chefs d'État. Alors tout de suite, alors peut-être c'est par rapport à mon jeune âge ou je sais pas, mais j'ai tout de suite cette chance. À l'époque, je rencontre le président du Mali, le président de la Tunisie. Alors c'est pas la même Tunisie qu'aujourd'hui, hein, mais voilà. Et je découvre que l'ancien nom de la Tunisie c'était Africa. Et donc c'est pour ça que l'histoire aujourd'hui de la Tunisie elle est un peu douloureuse, et notamment l'histoire des Noirs tunisiens. Et je commence à me dire mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc je fais des études de droit, je deviens avocate et j'étais un petit peu perturbée parce qu'il fallait que je fasse de l'argent, mais en même temps il y avait cette révolte en moi et j'ai compris qu'on ne peut se révolter que quand on maîtrise les fonds monétaires, ou en tous les cas les leviers symboliques de puissance. Et les leviers symboliques de puissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Et quand vous avez de l'argent, eh ben, vous pouvez faire entendre votre voix. Et sans ça, ben, c'est très difficile. Alors, on ne peut pas tout faire avec de l'argent. C'est encore difficile parce qu'il y a des politiques, nos chefs d'État sont très, très tendus, on va dire ça comme ça. Hein. Ils sont liés également par des pactes qu'ils ne maîtrisent pas, des accords coloniaux, dont ils ne peuvent pas se défaire. Et donc je me dis, comment on fait? Donc on crée le Fonds international de solidarité pour l'Afrique, on milite, je m'engage également auprès de ma diaspora africaine, parce que moi je suis panafricaniste. J'ai écrit des bouquins, voilà, sur l'Union africaine. Et je me souviens à l'époque, quand j'ai écrit sur l'Union africaine, et j'ai écrit une thèse sur les États-Unis d'Afrique, parce que pour moi c'est le futur, ça a été très mal perçu. Voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais Sûrement trop en avance. Il n'y avait pas j'étais encore trop en avance sur mon temps. cette vision. Voilà, c'était du temps de Kadhafi et bon aujourd'hui je peux le dire, hein, il est mort et donc on avait des réunions et ce qui est étonnant c'est que toutes les réunions qu'on faisait c'était en Tunisie du temps de Ben Ali et quand Ben Ali a sauté, c'est ce qui s'est passé en réalité. Pourquoi on a choisi la Tunisie en réalité? Parce que c'est là-bas qu'il y avait les réunions secrètes. Alors aujourd'hui, je peux le dire, hein, c'est différent. Mais moi, je me souviens, j'avais 23 ans à l'époque, et donc on faisait ces réunions en Tunisie. Il y avait la fille de Ben Ali, oui, il y avait des enfants de Ben Ali. Il y avait la femme de Ben Ali. Il y avait la fille de Kadhafi. Et donc c'était toutes des femmes. Et on sait que on se connaît le rôle des femmes. Et donc je vais pas protéger les dirigeants, mais je dis qu'il y avait quand même une conscience et que le printemps arabe qu'on a voulu faire nous vendre, c'était pas le printemps arabe, c'était autre chose. Et donc quand on a déboulonné la Tunisie est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la montée des extrêmes, avec la souffrance du peuple subsaharien. La Libye est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la traite négrière, avec la vente de nos frères et sœurs, avec l'immigration incontrôlée. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'immigration, mais elle était beaucoup plus contrôlée. C'était très rare de voir un Tunisien, un Marocain monter dans une pirogue en 2002, 2003. C'est très rare encore. Et donc, on a démouliné tout ça. Et donc, face à cette révolte, je me suis dit comment on peut faire. Et donc, j'agis aujourd'hui, mais j'agis de manière beaucoup plus prudente. Et alors moi, je crois beaucoup aussi au destin. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que c'était important que je puisse le dire aujourd'hui,
parce que j'ai mis 20 ans quand même avant d'ouvrir ma bouche. Alors, par peur, par contrainte, je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer parce qu'il y a trop de non-dits. Et quand je vois des initiatives comme ça, l'Afrique à Versailles, ben pour moi, l'Afrique, ça a toujours été Versailles. Voilà. Quand je suis arrivée à 13 ans, c'était déjà Versailles, l'Afrique, pour moi. Et c'était pas les huttes qu'on a voulu nous vendre ou quoi que ce soit. Pour moi, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le départ de tout, et tout le monde le sait. Et pour nous, enfin, notre futur, le futur de l'humanité, est en Afrique. Et donc, je pense que c'est très important. Et je dis ça, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais je dis ça à mes neveux, je dis ça aux orphelins dont je m'occupe, parce que je m'occupe d'un orphelinat en Afrique. J'ai 150 enfants également dont je m'occupe dans le sud parce que j'ai hérité de terre. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au destin. Parce que mon grand-père m'a laissé, sur son lit mort, une terre. Et j'ai su que cette terre a été extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle n'appartient ni au Sénégal ni à la France, lorsqu'il m'est arrivé des choses un peu étranges dans la vie. Mais avant, je ne le savais pas. Et je remercie d'ailleurs les difficultés qui me sont arrivées parce que ça m'a permis de savoir aujourd'hui qui je suis. Donc c'est vrai, je suis avocate au barreau de Lyon. Je suis présidente du Fonds international de solidarité pour l'Afrique. Je suis présidente du club de sport de Niokolo-Koba. Donc, d'où l'intérêt également du football. Je suis également aux grandes dignitaires en Casamance, puisque je représente cette île qui m'a été offerte par mon grand-père. Je suis princesse également du côté de ma mère, puisque je descends en ligne directe de la Diop. C'est le dernier résistant au Sénégal qui s'est battu contre l'arrivée des colons. Et tout ça, je ne le savais pas. Je l'ai su des années après, par des recherches, quand j'ai voulu savoir qui j'étais, parce que pour savoir où on va, il faut d'abord qu'on sache qui on est. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et donc aujourd'hui, à 45 ans, je pense que j'ai cette force de frappe, et il y a des choses que je peux dire. Alors c'est vrai que c'est très gênant d'être dans une assemblée, c'est pas politiquement correct de dire tout ce que je viens de dire, mais je l'ai vécu. Et quand vous voyez des choses, soit vous êtes complice, et c'est peut-être criminel, soit au bout d'un moment, il faut vous réveiller et il faut faire les choses différemment. Voilà. Et moi, je milite aujourd'hui beaucoup pour la paix. Pas pour la rancœur, pas pour la vengeance, mais pour la paix, pour unir la France, l'Afrique, et pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir ton humanité, ton humanisme et sûrement la rigueur et la constance que ça te demande. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va encore l'applaudir. Alors, on va aussi accueillir la présence encore d'une grande dame, Madame Dieynaba Keïta, qui est venue malgré le fait qu'elle ne soit pas vraiment très très en forme et qui va nous dire quelques mots, maire adjointe de Montreuil, vice-présidente du Grand